A posteriori du webinaire, vous serez informé par mail de la mise en ligne du contenu sur le site du Mois sans tabac et sur le site de la Fédération Addiction. Donc, pour ce programme du webinaire, voici son déroulé. On va débuter avec une introduction et ensuite on enchaînera sur une première partie qui abordera la précarité et la prévalence du tabagisme. Une seconde partie qui abordera l'accompagnement et la place de la vape. Une troisième partie sur l'accompagnement des personnes et l'aller vers, avec quelques cas pratiques en milieu carcéral. On aura ensuite un temps d'échange. Donc, je vous invite vraiment à garder vos questions pour ce temps d'échange-là. Et pour celles et ceux qui ont peur d'oublier ou qui doivent partir, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat et on y reviendra à ce moment-là. Donc voilà, je vous invite vraiment à ne pas interrompre les présentations quand elles auront lieu parce qu'on aura vraiment un temps dédié pour cela. On abordera ensuite le dispositif Moi sans tabac 2024 et je vous donnerai quelques informations clés pour cette édition-là. Et on finira avec une conclusion de cette session. Donc, avant de débuter, je tiens à remercier nos intervenants. Je lis un message en... Oui, j'admets tout le monde. Il y a du monde en salle détente. Je m'en occupe, c'est bon. Donc, voilà, avant de débuter, je souhaite remercier tous les intervenants qui vont nous présenter leur expérience, leur expertise sur le sujet. Donc, Monsieur Stéphane Jean, Monsieur David Saint-Vincent et Madame Marie van der Schuren, qui sont nos trois intervenants pour cette session. Donc, un grand merci à eux. Ces derniers auront l'occasion de se présenter lors de leur présentation, donc n'ayez crainte. Donc, on va On va débuter avec une petite introduction. Donc, comme je vous ai dit au début, moi, je suis Amine Morgade et je suis chargé de projet au sein de la Fédération Addiction. Et donc, ce webinaire, il s'intègre dans la préparation de l'édition 2024 du Mois sans tabac. Donc, les partenaires du Mois sans tabac, qui est la Fédération Addiction, organisent ce webinaire à destination des professionnels de santé et des travailleurs sociaux sur ce thème-là de la précarité, de la prise en charge du tabac. Et donc, pour nous, c'était important parce qu'au vu de la résistance tabagique au sein des milieux sociaux les plus vulnérables, l'enjeu de la précarité associée au tabagisme ne peut pas être ignoré. Et donc, ce webinaire, il aura pour objectif de mieux cerner les défis relatifs à l'accompagnement de ces personnes fumeuses en situation de vulnérabilité, qu'elles soient économiques, sociales ou les deux, qu'elle soit temporaire, cette vulnérabilité, ou malheureusement qu'elle s'inscrive dans le temps. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Stéphane Jean, qui va commencer avec une première partie sur la précarité et la prévalence du tabagisme. Merci. Merci Amine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Stéphane Jean, je suis psychologue et directeur de l'association ESI 14 à Lisieux en Normandie. Cette association gère un XAPA avec une CJC, un service de prévention. Elle gère aussi un CARUD et un CEGID. Je suis également co-référent de la thématique tabac à la Fédération Addiction et délégué régional adjoint de la Fédération Addiction en Normandie. Ce matin, je vous propose d'aborder la précarité et les processus de précarisation, la prévalence du tabagisme chez les personnes en situation de précarité, et puis quelques représentations sociales, notamment en population générale et aussi chez les professionnels, et aborder avec vous quelques pratiques professionnelles. Donc, concernant la précarité et les processus de précarisation, euh, je voudrais reprendre avec vous la définition de la précarité. Communément, la précarité définit une catégorie générale qui englobe toute une diversité de situations sociales difficiles. Elle est parfois utilisée comme synonyme d'exclusion et de pauvreté, et dans ce sens, il n'y a pas réellement de différence entre la précarité, pauvreté et exclusion. Pour autant,
La précarité, la pauvreté et l'exclusion sont bien distinctes, sont des situations bien distinctes et hiérarchisées. La pauvreté se définit par rapport à un seuil qui est fixé par convention à 60% du niveau de vie médian de la population. Selon l'INSEE, en 2022, ce seuil de pauvreté correspond à un revenu de 1216 euros pour une personne seule et 2554 euros pour un couple avec des enfants âgés de moins de 14 ans. L'exclusion, elle, se définit par l'absence, pendant une période plus ou moins longue, de la possibilité de bénéficier de droits sociaux. Les personnes sans papier sont l'exemple le plus frappant de l'exclusion. En fait, la précarité n'est ni pauvreté, ni exclusion. Elle est un processus d'instabilité et d'insécurité qui peut y mener. Alors, Joseph Wresinski, dans un rapport sur la grande pauvreté et la précarité économique et sociale en 1987, a proposé une définition de la précarité. Il nous dit que, alors je vous laisse la découvrir, je vais la lire avec vous, mais pour lui, c'est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Donc elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté. On voit l'aspect processus, hein, précarité qui mène à la pauvreté, quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits, là on retrouve l'exclusion, et de réassurer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. Alors, les sécurités dont il est question, là, dans cette définition de Wresinski, en fait, il s'agit du logement, de l'emploi, des ressources financières, de l'alimentation, de l'accès à la culture, à l'éducation, les liens familiaux aussi et sociaux, l'accès aux soins, et puis aussi ce que l'on entend beaucoup aujourd'hui, l'accès à l'énergie avec la précarité énergétique. En fait, Wresinski là, nous définit la précarité comme une trajectoire voilà, qui peut mener à la précarité et à l'exclusion. Dans le Haut Comité de la santé publique, en 1998, propose dans un rapport qui s'appelle La progression de la précarité en France et ses effets sur la santé, propose de définir la précarité comme un état de fragilité et d'instabilité sociale dont l'avenir, la durée ne sont pas assurés. Là, c'est une définition du petit Robert qui a été reprise d'ailleurs, et qui risque, s'il se prolonge, de faire glisser ceux qui affectent vers l'exclusion. Telle qu'on peut la définir ici, la précarité relève donc plus d'une vision d'un état transitoire que d'une catégorie sociale aux limites précises. C'est sur la base d'une telle approche qu'elle doit être regardée en tant que déterminant de l'état de santé. En effet, les inégalités de santé sont source de précarité. Cela concerne notamment les personnes au chômage de longue durée et celles sans logement, les personnes souffrant de troubles mentaux, celles en détention, les jeunes isolés, les familles monoparentales et les personnes migrantes, notamment. Je vais vous parler maintenant de la prévalence du tabagisme chez les personnes en situation de précarité. En fait, il y a des liens complexes entre le tabagisme et la précarité. Donc, les personnes vivant dans des conditions précaires peuvent être plus susceptibles de fumer. Elles peuvent, par exemple, souffrir d'un stress important ou d'une humeur dépressive, voilà, d'une faible estime de soi, pardon, voire d'une auto-stigmatisation liée à leur situation, et utiliser le tabac comme un moyen de réguler leur tension. Dans certains contextes de vie aussi, où le tabac est accepté, socialement accepté, partagé, elles peuvent être influencées et rester dans l'entre-soi. Dans ce contexte, en fait, le tabac prend une valeur de marqueur social. Elles peuvent aussi avoir un accès un peu plus limité aux soins. Pour certaines personnes d'entre elles, elles ne demandent pas d'aide et peuvent même se sentir parfois stigmatisées hein, par
certaines campagnes de prévention, se sentir culpabilisés aussi dans leur tabagisme. Avoir moins accès aussi à la prévention, il y a aussi la question de littératie, de compréhension, euh, et puis avec des messages qui ne font pas forcément écho face à leurs préoccupations qui parfois peuvent être vitales. Alors, en fait, on remarque que malgré une baisse historique et quasi continue hein, de la prévalence du tabagisme chez les jeunes et chez les adultes ces dernières années. Alors, juste pour exemple, hein, chez les jeunes, entre 2017 et 2021, le tabagisme quotidien a baissé de 25% à 16%. Il y a une réelle diminution. Chez les adultes, entre 2014 et 2019, il a baissé de 28,5 à 24%. Par contre, la prévalence du tabagisme reste plus élevée dans les catégories sociales les plus désavantagées. C'est également chez elles que les dommages sont les plus importants. En fait, le tabagisme est un marqueur social et un facteur de paupérisation. Je vais là vous présenter trois graphiques, trois graphiques qui illustrent cette prévalence. Alors, ces graphiques, je les ai repris du bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France qui date du 31 mai 2023. Euh, donc sur la prévalence du tabagisme quotidien selon le niveau de diplôme, selon le revenu et selon la situation professionnelle. Donc, et ça sur une évolution, alors vous l'avez en abscisse en bas, de 2000 à 2022 et en ordonnée, vous avez le pourcentage. Donc nous avons sur ce graphique, selon le diplôme, donc en rouge, une courbe qui représente les personnes qui n'ont aucun diplôme ou un niveau inférieur au bac. En bleu, les personnes qui ont le bac. Et en rose, une courbe pour les personnes qui ont un niveau supérieur au bac. Ce qu'on peut constater d'emblée, c'est que les personnes qui ont un niveau supérieur au bac ont une consommation deux fois moins importante que les personnes qui n'ont pas de diplôme ou un niveau inférieur au bac. Et on remarque aussi que cette courbe rouge des personnes qui n'ont pas de diplôme ou un niveau inférieur au bac, en fait, est une courbe qui évolue assez peu. On est parti dans les années 2000 à un peu moins de 30% et on arrive en 2022 à 30,8%. Donc on se rend compte que pour ces personnes qui n'ont pas de qui ont des niveaux de diplôme inférieurs au bac ou pas de diplôme, en fait, eh ben, pendant 20 ans, l'évolution de leur tabagisme a assez peu évolué, a augmenté, a diminué un peu, comme les autres d'ailleurs, à partir de 2016 et des campagnes de prévention, notamment avec la mise en place du mois sans tabac. Mais on s'aperçoit voilà, que ce niveau chez ces personnes reste assez stable et a du mal à descendre. Sur l'autre graphique, il est question du revenu mensuel. Alors là, c'est un peu technique, mais il s'agit sur la courbe bleue du premier tertile, c'est-à-dire le tiers de la population ayant un revenu le plus faible, l'autre tiers avec un revenu moyen, et le troisième tertile correspond à des revenus plus élevés. Et là encore, sur la courbe bleue, on remarque que pour les personnes qui ont des revenus faibles, eh ben finalement, au cours des 20 ans, de ces 22 dernières années, là, de 2000 à 2022, on se rend compte que finalement, le tabac a augmenté jusqu'à 2016, il a diminué un peu après 2016, et là, il se trouve à un niveau de 33,6%, supérieur encore à 2000 alors que les autres courbes diminuent progressivement, sauf pour les personnes ayant un niveau plutôt élevé, où on s'aperçoit qu'entre 2021 et 2022, il y a eu une augmentation. Le troisième graphique vous présente cette prévalence en fonction de la situation professionnelle. Et là encore, on se rend compte que pour les personnes qui sont au chômage, eh ben, finalement, cette courbe a augmenté hein, durant les années 2000 et là encore, jusqu'en 2016, après, ça a diminué, mais on a un niveau quand même de 42,3% de consommation de tabac quotidien, là où en 2000, on était à 40%.
Voilà. Donc ça n'a pas diminué, quoi. Il y a eu des périodes de diminution, d'augmentation, mais là, en 22 ans, finalement, on se retrouve à un niveau supérieur, alors que les deux autres courbes, celle pour les personnes qui travaillent et celles qui sont en études, on remarque une diminution constante. Et notamment, il est très intéressant de remarquer que ceux qui sont en études ont démarré à 40% et sont arrivés à 19%. Donc il y a une diminution, hein, très importante. Là, ça a été divisé par deux, alors que pour les personnes au chômage, bah, ça n'a pas été divisé du tout. Et on est même un peu au-dessus par rapport aux années 2000, pardon. Donc finalement, on peut constater que les courbes qui concernent les personnes les moins diplômées, à faible revenu et au chômage, évoluent peu, avec une diminution à partir de 2016, mais finalement s'aggravent, hein, pour certaines courbes depuis plus de 20 ans, contrairement aux personnes les plus favorisées, on pourrait dire. Donc il serait intéressant de s'interroger sur les campagnes de prévention et puis de facilitation aussi d'accès aux soins et de comprendre pourquoi elles ne touchent que difficilement, voire pas, ces publics en situation euh, de difficulté sociale. Et quelle forme d'action pourrait être mise en place à l'avenir pour essayer notamment d'aller vers ces publics? Et aussi essayer de mieux comprendre les freins à l'arrêt et mieux prendre en compte leur vulnérabilité. Alors, je je vous présente sur la vignette suivante euh, des publics, euh, des publics vulnérables où on retrouve une forte prévalence du tabagisme. Notamment les personnes sans domicile. On est à 60-80% de prévalence du tabagisme, soit près de 4 fois de plus qu'en population générale. L'absence, hein, de logement stable, notamment, est un facteur, un majeur d'insécurité et de stress qui peut vraiment avoir un réel impact traumatique, hein, chez ces personnes. Les personnes en détention, on remarque plus de 80% en France, hein, des personnes détenues consomment du tabac. Au niveau international, on est à pratiquement 97%. Et finalement, dans cette population, on retrouve très largement une population masculine, jeune, issue de milieux défavorisés. La détention, hein, par le stress, l'ennui qu'elle génère, peut entraîner, voire aggraver le tabagisme. Et puis les personnes présentant d'autres addictions, elles sont 80%, hein, à fumer du tabac. Et souvent, c'est chez les personnes qui consomment des substances psychoactives, le tabac est négligé. Mais c'est aussi le cas des professionnels, on en parlera tout à l'heure. Alors, il y a des particularités aussi dans le tabagisme des personnes en situation de précarité. Euh, Amine, je te propose de passer à la slide suivante. Voilà. Donc, on remarque des particularités, hein, dans leur tabagisme. Il est souvent plus précoce, donc il démarre plus tôt, à l'adolescence, hein. La dépendance à la nicotine est plus forte. La dépendance comportementale aussi est importante. Parce qu'ils sont aussi plus nombreux à fumer et le nombre de cigarettes par jour est aussi plus important. On remarque moins de tentatives d'arrêt aussi chez ces personnes en situation de précarité. Et on peut le comprendre parce qu'il y a une focalisation en fait sur les difficultés du quotidien et parfois des préoccupations, hein, qui peuvent être tout simplement vitales. Et puis aussi, ces personnes ont moins d'accès aux soins. Euh, Certaines n'ont pas de médecin traitant. Moi qui travaille en milieu plutôt rural, je peux vous dire qu'actuellement, il est assez difficile pour nous d'orienter des personnes vers des médecins traitants. Elles peuvent aussi ne pas avoir de carte vitale ou de mutuelles. Et puis aussi, là, je reviens encore au milieu rural, être peu mobile, en fait, pas avoir de mobilité. D'où la nécessité aussi d'aller vers ces personnes et de leur proposer un accompagnement global qui prend en compte vraiment toutes les difficultés qu'elles rencontrent. C'est-à-dire ne pas se contenter de faire que des consultations médicales, mais de proposer un accompagnement global.
La consommation de tabac peut avoir une valeur aussi identitaire chez certaines personnes et une fonction sociale très importante, ce qui peut aussi compliquer les démarches de soins. On remarque que chez celles qui tentent d'arrêter, il y a davantage de reprises de consommation. L'arrêt, pour certains, peut être vécu comme une contrainte supplémentaire. On remarque aussi que les syndromes de sevrage sont plus marqués parce que, comme on le disait tout à l'heure aussi, la dépendance est plus forte. Les traitements, sont parfois perçus comme inefficaces, voire dangereux. Et là, il y a un gros travail aussi d'éducation thérapeutique à faire. Et puis, parfois, l'environnement n'est pas très soutenant parce que cet environnement peut être aussi consommateur de tabac. En fait, les difficultés sociales, sont de puissants facteurs de reprise de consommation et impactent aussi la relation de soins. Je vous propose maintenant d'aborder les représentations sociales et quelques pratiques professionnelles. Pour cela, j'ai repris quelques données d'une enquête BVA pour l'Alliance contre le tabac sur la perception du tabac par les Français en 2023. Je vous laisse découvrir ces chiffres, hein. 63% des Français sont favorables en fait à la poursuite de l'augmentation du prix du tabac. Il faut savoir que c'est 6 points de plus qu'en 2022. Euh, L'augmentation du prix du tabac n'a pas véritablement d'impact sur les personnes en situation de précarité. En tous les cas, dans leur démarche de soins. Ça a un impact lourd, par contre, sur leur situation, voire ça aggrave hein, leur situation financière. Euh, et ces personnes peuvent être amenées à aller notamment vers du tabac de contrebande ou alors à récupérer des mégots pour se fabriquer des cigarettes. 87% des Français déplorent le fait que les lobbies du tabac sont trop puissants hein, face aux acteurs de la lutte contre le tabagisme. Là aussi, c'est une augmentation par rapport à 2020 de 7 points. 82% déclarent avoir une opinion négative du fait de fumer du prix du tabac. C'est aussi, et ça c'est intéressant, une image qui est partagée par la majorité des personnes qui fument. Et près de trois quarts des Français s'accordent pour dire que l'industrie du tabac va à l'encontre des droits humains, c'est fort, hein, en vendant un produit addictif. Donc là, on voit qu'il y a une prise de conscience hein, sur le rôle joué par l'industrie du tabac. Par contre, on a certaines idées reçues hein, qui persistent hein, dans l'opinion publique. 53% des Français considèrent à tort que la vente de tabac rapporte plus à l'État qu'elle ne lui en coûte en dépenses de santé. Il faut savoir que le coût social du tabac s'élève à 156 milliards d'euros par an. C'est important. Les taxes sur les produits du tabac ont rapporté en 2019 13,1 milliards. Et rien que les dépenses de santé sur cette même année 2019 ont coûté 16,4 milliards d'euros. Donc 67% des personnes soutiennent l'idée que fumer est une liberté individuelle qu'il faut respecter. Euh, on peut se poser la question hein, de la liberté de fumer. Il ne faut pas oublier que le tabagisme est une addiction, et une addiction qui est bien entretenue aussi par l'industrie du tabac. Et 71% des Français sont favorables à l'interdiction des cigarettes électroniques jetables de type puff. Alors, il faut savoir que en mars 2024, hein, le Parlement français a fait le choix d'interdire les puffs et que tout dernièrement, la Commission européenne a donné son feu vert à la France pour les interdire. Alors, dans une enquête BVA, mais là qui portait sur 2022, sur la perception du tabac des Français en 2022, il y a une donnée qui a retenu mon attention, en fait, c'est que les professionnels de santé abordent n'aborde pas systématiquement la question du tabagisme, et notamment pour 36% des fumeurs, ça n'a jamais été abordé en consultation. Pour 49%, c'est occasionnellement, et seulement 15% de façon
systématique. Alors que la autorité de santé recommande le dépistage de l'usage du tabac à chaque consultation. Alors, au-delà des questions de moyens, de formation, de temps, on peut aussi s'interroger sur certaines croyances normatives des professionnels concernant le tabagisme. Elles peuvent être de véritables freins en fait pour aborder cette question, notamment auprès des personnes les plus vulnérables. Je vais vous en donner ici quelques exemples que nous avons recueillis lors de la réalisation du guide Améliorer la prise en charge du tabagisme en première intention dans l'Exapa, donc guide réalisé par la Fédération Addiction. Vous avez la petite image en bas à gauche. En fait, en tant que professionnels de la dictologie, nous avons tenté en fait de balayer un peu devant notre porte. Dans ces croyances normatives qu'on a pu recueillir auprès des professionnels, il y avait ce type d'affirmation: le tabac n'est pas une substance suffisamment toxique pour être prise en charge en XAPA. Alors c'est vrai que pour les professionnels de la dictologie, face à des produits aux effets psychoactifs puissants et à leur dangerosité et au risque notamment de surdose, il y a une tendance en fait à sous-estimer les risques liés au tabagisme et à le banaliser. Alors c'est aussi vrai pour les personnes qui consomment des produits, pas seulement que pour les professionnels. L'autre affirmation, fumer peu n'est pas dangereux. Alors en fait, ce qu'il faut retenir là, c'est que c'est pas tant la quantité de cigarettes qui compte, hein, c'est la durée d'exposition qui est déterminante. Et on peut également penser au tabagisme passif sur cette affirmation. Pour certaines personnes que nous accompagnons, fumer est un de leurs rares plaisirs. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elles arrêtent. Des choses qu'on a pu entendre, hein. Donc, bien sûr, il y a un intérêt, on en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure avec les collègues, à arrêter le tabac, notamment pour la santé, mais aussi pour le budget. Et puis, s'agit-il vraiment de plaisir, hein? Il ne faut pas oublier que le tabagisme est une addiction où la recherche du soulagement prime sur le plaisir. Une autre affirmation: l'arrêt du tabac aggrave les symptômes de santé mentale, comme l'anxiété et la dépression. Là encore, c'est une idée reçue, hein. Non seulement c'est le tabac qui aggrave ces symptômes, mais en plus, il peut altérer les effets des traitements qui sont prescrits hein, dans ces cas d'anxiété et de dépression. Alors, je vous invite hein, à découvrir ce guide sur le site de la Fédération Addiction et puis à reprendre plus en détail hein, ce qu'on a pu tenter d'amener comme argument face à ces représentations. Je voudrais vous parler aussi rapidement d'un projet, là aussi, qui concerne les pratiques professionnelles, le projet Tapréosie, euh, porté par la Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité, qui va être prochainement évalué par l'OFDT. Donc, tapréosie, ça veut dire tabac et précarité, évaluation professionnelle d'une stratégie d'intervention. En fait, ce guide, c'est un guide méthodologique hein, pour accompagner finalement les personnes accueillies, notamment par exemple dans les CHRS, donc pour les accompagner dans leur diminution à l'arrêt du tabac, euh, dans la diminution ou l'arrêt du tabac, pardon, ou dans la réduction des risques. Alors, ce projet Tapréosie hein, est composé, vous pourrez aller la découvrir sur le site de l'AFA, aussi sur YouTube, une vidéo qui présente la démarche, et puis surtout un livret qui détaille la méthodologie, en fait, où des outils sont présentés. Ce guide est particulièrement convivial et, euh, et, euh, et contient vraiment de nombreuses informations. Je vous invite là aussi à aller le découvrir. En fait, ces guides, hein, que ce soit le guide sur la prise en charge du tabac dans l'Exapa, nous sommes en cours d'élaboration de guides pour la prise en charge du tabac chez les jeunes, notamment aussi un autre guide sur la prise en charge dans les CARUD. En fait, ces guides sur les pratiques professionnelles nous invitent à nous interroger sur nos représentations, nos idées reçues sur le tabagisme,
à nous outiller, pardon, ou à nous former à minima au RPIB, par exemple, au repérage précoce et à l'intervention brève, à mieux orienter aussi vers les structures adaptées, et puis aussi à aller vers le public, notamment ce public en situation de précarité. Je pense que l'on soit infirmière, que l'on soit travailleur social, éducateur, psychologue, médecin, chargé de prévention, je pense qu'il faut oser aborder la question du tabagisme, bien sûr avec bienveillance, et être convaincu hein, que cela peut être utile en fait pour les publics que vous accueillez, les publics vers lesquels vous allez. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Stéphane, pour ta présentation qui nous a permis de mieux recontextualiser la problématique de la précarité de la prise en charge du tabac. Avec tes données épidémiologiques aussi, ça nous a permis de mieux visualiser tout ça. Et pour les outils que tu nous as communiqués, je vous mettrai dans le chat les liens pour retrouver les différents guides si vous souhaitez. Désormais, nous allons aborder la deuxième partie sur, sur l'usage de la vape. Et pour cela, je vais laisser Monsieur Saint-Vincent David prendre la parole et nous exposer ses propos. Merci beaucoup, Amine. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Stéphane, pour cette lumineuse intervention sur la précarité. Comme c'est marqué, hein, donc j'interviens au CHU de Rouen. Je suis surtout ici au titre de ma place d'administrateur de la Fédération Addiction et en particulier de co-référent sur la thématique tabac et formateur sur l'intérêt de la vape à destination des professionnels du médico-social. Pourquoi on a fait un chapitre spécifique sur la vape? Je vais essayer de vous développer tout ça et de vous expliquer en quoi la vape peut être un outil pertinent à certains égards et en particulier vis-à-vis d'un public en situation de précarité. Bien entendu, je vais essayer de ne pas être trop long et d'être un peu synthétique. Si vous avez des questions, vous avez déjà commencé à poser des questions et je vous remercie pendant l'intervention de Stéphane. On aura un temps d'échange à la fin de nos interventions pour bien sûr reprendre tout ce qui vous paraît utile à reprendre, développer ou discuter. Écoute, Amine, je te propose de passer à la diapo suivante. Voilà, juste vous préciser que du coup, la vape ou cigarette électronique, ou SEDEN même, pour système électronique de délivrance de nicotine, est un outil qui est relativement récent. Donc en fait, le principe de la vape moderne existe depuis 2003. D'abord sur une arrivée très très discrète, utilisée par des consommateurs plutôt avertis et militants, et puis qui se développe petit à petit. Tu peux dérouler, hein, Amine, voilà. Avec une logique d'un outil finalement qui est assez expérimental, au départ assez cher, assez inefficace en réalité, mais petit à petit qui s'améliore parce que comment dire, certains utilisateurs en voient l'intérêt, en sont convaincus et collaborent en fait avec des industriels sur un marché de niche, hein, en réalité, qui finalement se développe et se peaufine, des outils qui se peaufinent. Voilà, entre 2000 et 2014, 2010 et 2014, on arrive quand même à des modèles plus aboutis, qui sont plus simples d'utilisation, moins dangereux, qui sont plus accessibles à un grand public, qui nécessitent beaucoup moins de compétences techniques. Et puis, maintenant, on arrive désormais à un marché qui est considérable, hein. C'est-à-dire que là, on a en 2018, par exemple, une progression de 21% du marché de la vape. En 2021, un chiffre d'affaires mondial qui s'élève désormais à 1 milliard d'euros. Et il faut noter d'ailleurs à ce titre que la France est le troisième marché mondial derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc, on a plus de 33 000 produits du vapotage en France et environ 500 nouveaux e-liquides chaque mois. Alors ça, c'est le Haut Conseil de santé publique qui le dit. Je ne sais pas si on est toujours sur ces chiffres-là, mais en tout cas, on est sur à la fois un marché en pleine expansion qui est un bien de consommation assez courante. Là, maintenant, on va dire que depuis une quinzaine d'années, en fait, la vape est devenue un outil de consommation assez large, avec une logique au départ qui est celle d'accompagner les personnes à arrêter de fumer.
sans pour autant être un traitement validé. Ça amène la suite, donc la diapo suivante, c'est que à l'instar de certaines, comment dire, de certains médicaments, je pense au baclofène en particulier, c'est des choses qui sont venues pas tellement du côté des industries pharmaceutiques ou des médecins, mais qui sont venues de la part des usagers ou du système commercial, comme c'est le cas un petit peu pour la vape. Et du coup, ça a posé quelques difficultés en termes de consolidation de connaissances, d'arriver à accumuler des recherches qui soient suffisamment consistantes pour avoir une idée un peu claire sur le bénéfice-risque de cet outil. Donc, on a eu vraiment là une période qui, on peut le dire aujourd'hui quand même, est plutôt révolue, de mélange entre des controverses scientifiques extrêmement vives et des controverses médiatiques qui les accompagnent très largement. Là, je vous ai pris la fameuse histoire de Stanton Glantz qui, dans un papier fameux, a essayé de démontrer que l'utilisation de vape était, comment dire, était susceptible de provoquer des maladies coronaires chez les vapoteurs. En réalité, c'était faux. La science a été, dans ce cadre-là, instrumentalisée dans une logique médiatique. Elle a été réutilisée par l'industrie du tabac et en plus, il a été démontré que, comment dire, Stanton Glantz avait des liens d'intérêt avec l'industrie du tabac. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conclusions de cet article ont été largement médiatisées. Par contre, le démenti, parce que cet article a été retiré, il me semble que c'est dans Nature qu'il a été, ou le JAMA, je crois, le Journal of Medicine, qui, du coup, la rétractation de cet article n'a fait l'objet d'aucune couverture médiatique, et pourtant, c'est quand même un coup de tonnerre dans le monde scientifique. Voilà. Il faut savoir que pour y voir un petit peu clair, on a quand même quelques repères à avoir désormais. C'est une revue de littérature systématique qui s'appelle Cochrane, qui fait des revues de littérature sur beaucoup de domaines, mais en particulier sur la vape. Et son intérêt est d'être assez équilibré en réalité, c'est-à-dire que dès qu'il y a des inquiétudes sur cet outil-là, et des inquiétudes sérieuses sur le plan scientifique, ils en font état. Quand il y a des points positifs, ils en font état également. Dernièrement, on a quand même de plus en plus d'éléments qui viennent plutôt à la décharge de la vape qu'à sa charge, en particulier, notamment une revue de littérature qui indique que le taux de maintien des personnes dans l'arrêt du tabac à plus de 6 mois est supérieur pour les vapes nicotinées et supérieur au traitement de substitution nicotinique seul. Il faut savoir quand même que l'association des deux reste, de mon point de vue, la meilleure solution. Voilà. Et puis des acteurs de la lutte contre le tabac qui doutent, parfois beaucoup. On peut penser l'Alliance contre le tabac ou la Société francophone de tabacologie, mais on va voir que les avis, s'ils s'opposent et divergent, commencent à évoluer aussi sur ce sens. Je propose qu'on passe à la diapo suivante. Bien sûr, on a des associations d'usagers. Ça permet de faire quand même un petit un encart pour rappeler que là, on vit la fermeture comment dire, d'une association qui s'appelle SOVAP, qui était une association d'usagers de la vape, qui défendait les intérêts des usagers de vape en essayant d'avoir une posture d'usagers pairs et non pas ni d'industriels ni de professionnels de santé. Voilà, c'est en tout cas pour ma part, la clôture de cette association me préoccupe. On ne pouvait pas parler de la vape sans vous parler d'aujourd'hui, quelque chose qui nous aide à sortir de ce flou artistique et scientifique, plus que artistique d'ailleurs, sur où en est-on de l'intérêt de la vape ou pas. Eh bien, ce qui a permis un peu de pas siffler la fin de la partie, mais en tout cas consolider les connaissances, c'est un consensus donc qui a été fait donc par l'Université de Lausanne auprès d'experts tabacologues dans le cadre de la Société francophone de tabacologie. Donc, il a été demandé il a été posé plusieurs questions aux experts du monde francophone en tabacologie. Et là, je vous indique, donc sur les deux diapos qui sont là, seulement les points qui font consensus, hein, voilà. Euh, donc vous noterez, bien sûr, alors est-ce que, Amine, je sais pas, est-ce que le diapo, non, de toute façon c'est enregistré, donc vous pourrez avoir accès au diaporama.
Mmh. Alors, ceux qui connaissent un peu l'outil de la vape, certains éléments pourront vous faire sourire, comme celui d'augmenter le taux de nicotine plutôt que d'augmenter le wattage lorsque la personne n'a pas une vape confortable. D'autres points qui me semblent aussi beaucoup plus importants, c'est vraiment euh, de bien indiquer que la vape peut être un outil d'aide à l'arrêt du tabac, surtout lorsque la personne est peu réceptive au traitement de substituts nicotiniques ou qu'elle souhaite la vape, hein, toujours dans une logique d'accompagner la décision de l'usager. Je pense que c'est aussi important et que c'est indiqué pour des patients BPCO, donc avec des bronchopneumopathies chroniques obstructives, pour des femmes enceintes et allaitantes qui ont arrêté de fumer au moyen de la vape et de surtout ne pas les décourager. Je pourrais aller plus loin parce que ça fait encore, tout ça n'est pas totalement consolidé et l'intérêt de ce consensus, c'est quand même de permettre d'avoir un peu des repères pour les professionnels qui ne sont pas au cœur du système. Je te propose de passer à la suite. Ça va, je suis dans le timing? Oui, très bien. Bon, Très super. bien. Euh, alors, c'est pas parce qu'on a ce consensus qui, de mon point de vue, est extrêmement important et qui participe à structurer un peu un dialogue sur la vape qu'on n'a pas des travaux scientifiques et des travaux en général qui continuent. Je pense en particulièrement des guides pour le vapotage du CBD ou du guide pour sortir la fumée. Alors ça, vous m'excuserez, ce tropisme normand qui peut peut-être transpirer de ce webinaire, mais la Normandie, et c'est vrai, est une région où cette utilisation de la vape a été quand même soutenue avec bienveillance, non pas parce que c'est super cool d'avoir un outil nouveau, mais parce que c'est important d'accumuler des connaissances et d'accumuler une expertise vis-à-vis d'un outil qui, de toute façon, est utilisé par la population. Donc, on ne peut pas fermer les yeux par rapport à un outil que tout le monde utilise, dont certains l'utilisent à des fins d'arrêt ou de réduction de leur tabagisme, et qu'on ne peut pas passer ce train-là sans développer une expertise et apporter éventuellement aussi un conseil avisé, neutre, vis-à-vis de ces publics. Là, je parle en population générale et notamment une recherche interventionnelle en cours pour démontrer et objectiver l'intérêt de la vape à destination d'un public en situation de précarité. Donc, c'est de mémoire 5 carus de Normands qui participent à cette étude-là. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Et là, je vous encourage toutes et tous, si vous avez des programmes, si vous avez des études en cours sur l'utilisation de la vape ou vis-à-vis d'un public en situation de précarité, je vous invite à ne pas hésiter à me les communiquer de façon à ce qu'on puisse aussi agréger cet ensemble de connaissances et en faire profiter au plus grand nombre. Je te propose de continuer. Jusqu'ici, vous vous demandez, mais pourquoi il me parle de ça alors que concrètement, là, je suis à un webinaire tabac et précarité. Alors évidemment, la réponse est dans cette diaporama, dans cette diapo. Pourquoi il y a un intérêt de la vape vis-à-vis d'un public en situation de précarité? Alors Stéphane, on a un petit peu parlé, enfin on a même très largement parlé, on a quand même des spécificités liées à la précarité. Euh, donc, il y a une temporalité spécifique. Je pense que c'est important de noter que quand on est en situation de précarité, on est orienté sur des logiques de court terme qui sont peu compatibles avec les effets du tabac en réalité, même si on a comment dire, des effets à court terme du tabac, la perte de souffle, la perte de goût, des choses comme ça. Eh ben, la plupart des dommages conséquents liés au tabac, ils sont quand même à retardement. Donc c'est une vraie problématique. Et du coup, quand on est en situation de précarité où la priorité est quand même de savoir ce qu'on va manger et quel toit on aura sur la tête pour caricaturer un peu, les effets à long terme du tabagisme, la personne en situation de précarité répondra, bah écoutez, si je suis en vie à ce moment-là, on en reparlera, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. La question des normes pro-tabagiques, donc, on en a un petit peu parlé, mais il y a vraiment des normes pro-tabagiques dans les catégories socioprofessionnelles plutôt défavorisées. Et surtout, ne pas négliger l'importance de la socialisation par le tabac, qui est comment dire, un élément qui peut être parfois extrêmement puissant
pour les personnes en situation de précarité. Comme je dis très souvent, il faut ne jamais oublier que le tabac est la seule drogue qu'on peut demander à quelqu'un dans la rue sans se faire regarder de travers. C'est pas rien. C'est-à-dire que si on veut avoir un contact lorsqu'on est isolé ou qu'on a peu de contacts sociaux, eh ben, le tabac peut être un biais, un levier, quand même très important et très puissant pour pouvoir avoir des éléments de socialisation. Également, on le constate dans les centres de soins en addictologie ou dans les carules, il y a tout une dimension de socialisation entre usagers, autour du tabac, se dépanner du tabac, etc. Et du coup, lorsque la personne est dans une démarche d'arrêt ou souhaite arrêter ou réduire sa consommation de tabac, euh, eh bien, il faut qu'on puisse leur proposer une alternative à cette dimension sociale. L'intérêt de la vape, de mon point de vue, est de proposer des modalités de dialogue, de contact, voire d'échange. Je ne parle pas d'échanger la vape, mais échanger des arômes, discuter autour des arômes, discuter autour des dosages. C'est, comment dire, ces éléments-là font de la vape un outil assez intéressant. Tu es allé un petit peu vite, Amine. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur la Désolé. précédente? Merci. L'autre point qui me semble aussi intéressant, c'est que les publics en situation de précarité, le plus souvent, ont une faible littératie en santé. Alors, pour rappel, la littératie en santé, c'est quoi? C'est la motivation, la compétence d'un individu à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information en vue de prendre des décisions en santé. Donc, ça signifie que c'est un peu ce que disait Stéphane tout à l'heure sur les faux amis ou les stéréotypes liés à qu'est-ce que ça fait le tabac et quel est l'intérêt pour moi d'arrêter le tabac. Finalement, lorsqu'on a une faible littératie en santé, l'accès aux applications Moi sans tabac, l'accès à toutes les informations liées aux effets négatifs du tabagisme sont vécus comme peu pertinents. Du coup, la vape peut être un moyen parce que c'est un outil de réduction des risques, un moyen pour prendre la personne là où elle en est, avec un projet, une motivation qui est très variable d'un usager à l'autre, et cette motivation peut être essentiellement financière et pas tellement sur des motifs de santé, qui fait que petit à petit, on va évoluer avec elle, on lui apporter des informations en augmentant en quelque sorte cette littératie en santé, et c'est une façon, on va dire, passez-moi l'expression, de mettre un petit peu le pied dans la porte avec elle pour l'accompagner dans un premier temps où elle est et continuer à l'accompagner en fonction de l'évolution de ses besoins, de ses attentes et de ses questionnements. Voilà, tu peux passer à la suite. Donc, quel intérêt pour les personnes précaires? On peut rajouter quand même que donc, dans une démarche de réduction des risques, l'intérêt de la vape est aussi de pouvoir travailler clairement la qualité de vie, davantage que l'espérance de vie. Alors, je n'ai pas dit que le traitement substitution nicotinique ne permettait pas de travailler la qualité de vie. Bien sûr, elle le permet. Mais cet objet étant un objet de grande consommation, euh, la diffusion de l'outil de la vape, il a été essentiellement autour du plaisir et en priorité autour du plaisir. Du coup, ça fait cette dimension plaisir devient une espèce d'argument qualité de vie principal qui fait un point d'accroche pour entrer vers une démarche de réduction ou d'arrêt du tabac. Ça permet de s'attacher à des besoins immédiats en premier, sans hypothéquer le long terme pour autant. Donc, c'est un peu ce que je disais. C'est pendant qu'on utilise la vape, eh ben, on fait des gains financiers. Le but, c'est simplement d'éviter comment dire, de passer tout son RSA et de finir sa fin de mois tranquillement. Et puis, quand on remarque les bénéfices qu'on a à arrêter le tabac, eh ben, finalement, on a peut-être envie de continuer cette démarche d'arrêt. Et puis, on va pas racheter un pot de tabac lorsque le RSA tombe, parce qu'on se rend compte qu'on a des bénéfices sur la santé et que finalement, c'est intéressant. Vous voyez, un peu une démarche un peu plutôt par incrémentation plutôt qu'une démarche a priori. Un autre point qui me paraît, alors oui, un outil inclusif qui permet de maintenir plus facilement une socialisation, donc ça j'en ai parlé, et un outil relationnel autant qu'un outil de substitution qui joue un rôle de médium dans la relation. Alors ça, je le dis de façon un petit peu alambiquée pour dire que un des intérêts que je trouve vraiment intéressant dans la vape,
c'est que, on n'est pas en train de discuter d'un projet de soins sur le moyen ou le long terme, dans un monde des idées où il faut se poser dans un bureau pendant 3/4 d'heure et discuter. Alors et je caricature un peu, hein, j'espère que vous ne prendrez pas ombrage de cette, critique, mais, étant moi-même psychologue, je sais bien que, on aime bien avoir un moment un peu posé, intime. Ça peut être très sécurisant pour certains usagers, mais pour d'autres qui sont en situation, de précarisation dans un temps court, eh ben, ils jouent un jeu, sur lesquels ils ne se vivent pas comme experts, comme très compétents, voire même s'ils sont un peu déstabilisés. L'intérêt de la vape, c'est que pendant qu'on fait un entretien autour de l'usage de la vape et l'usage du tabac, on est en train de bricoler. On est en train de bricoler la résistance, on est en train de bricoler les comment dire? Les batteries, on est en train de reparamétrer la vape et pendant qu'on est là-dedans, on est dans le faire. Voilà. Il y a un très bon ouvrage de Steve Carr, qui est américain, qui parle de l'éloge du carburateur. C'est-à-dire qu'à travers le faire, on a un médium qui vient être un outil extrêmement intéressant pour entrer en dialogue et entrer en relation avec un usager, plutôt que d'être dans une espèce de relation, hein, parfois un peu dissymétrique, qui peut être bloquante dans l'alliance thérapeutique. Pas pour tout le monde, bien entendu. Je propose de passer à la suite. S'il y a une suite, toutefois, oui. Alors, évidemment, vous m'aurez compris, la vape est un outil qui est intéressant, mais je pense que c'est aussi important de dire que c'est pas un outil miracle pour autant. Voilà. Il n'a d'intérêt que s'il répond vraiment à des besoins de la personne dans son évolution et à son évolution. Là, je pense que, un des intérêts de la vape, c'est de pouvoir, à travers des aspects comme, le hit, c'est-à-dire la sensation en gorge ou l'évolution dans la consommation des arômes, on a quelque chose qui vient marquer des évolutions dans son rapport au tabagisme et dans sa démarche et qui vient un peu comment dire? Les matérialiser et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans l'accompagnement. Et c'est important aussi de dire que, ça ne vient pas en concurrence avec les traitements validés. Ce n'est pas soit la vape, soit les patchs. Et au contraire, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que l'un potentialise l'autre. C'est-à-dire que, une personne qui entre par un accompagnement via la vape, eh bien, va être beaucoup plus réceptive par la suite à l'utilisation de traitements validés, qui restent extrêmement importants, parce que, comment dire? Pour des grosses consommations de tabac, par exemple, on peut pas, substituer en nicotine une personne uniquement avec du vapotage. Un complément patch plus vape reste vraiment comment dire? La combinaison vraiment, la plus intéressante de mon point de vue. Voilà, comme je disais, l'association patch plus vape est vraiment adaptée aux gros fumeurs. Voilà. On continue. Quelle position pour les professionnels? Alors ça, c'est un petit peu ma marotte, hein, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Parce que il me paraît indispensable que les professionnels de santé et de l'accompagnement en général aient des compétences sur cette question-là et pas une compétence sur leur usage propre, mais bien une compétence sans faire de vous des techniciens experts de la vape, que vous ayez des éléments à la fois de compréhension du principe et qu'on puisse verser ça dans l'ensemble des champs d'intervention, qui sont les nôtres, qu'il s'agisse de l'insertion, qu'il s'agisse du soin, de la prévention ou de la réduction des risques. Parce que parler de la puff, par exemple, c'est extrêmement, important, en termes de prévention pour éviter que les jeunes tombent dans les panneaux marketing dans lesquels ils ont pu tomber. Mais, c'est important aussi de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de considérer que la puff est une vape qui, par essence, est inefficace. La puff est une vape comme une autre, elle est très utile pour certains publics. Je pense en particulier au public psychiatrique, qui ont un peu moins de motricité fine ou qui sont, comment dire, pas un peu technophobes, eh bien, ce type de vape était extrêmement pertinent. Alors, je vous rassure, l'interdiction de la puff advenant, il y a d'autres outils qui sont adaptés à ce type de public-là. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas un peu cette expertise technique-là, eh ben, on reste un peu sur le quai de la gare à regarder les trains passer et à ne pas comprendre ce qui se joue dans l'utilisation de la vape et quelle est la bonne utilisation et l'utilisation qui est un peu inadaptée.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'on est arrivé au bout de ma présentation. Oui, c'est bien ça. Donc, merci beaucoup, Ah, David, pour cette présentation de l'outil de la vape sur cette problématique de prise en charge du tabagisme pour les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, on avait vu que c'était un outil assez récent en termes de temporalité, qu'il y a des divergences, des consensus, des études en cours, et que dans une stratégie d'accompagnement, ça peut être un outil fort pertinent. Donc, on a eu beaucoup de réactions sur le chat. Donc, je rassure tout le monde, j'ai pris note de vos remarques ou questions pour certains pour y revenir lors du temps d'échange. Donc, je te remercie encore, David. avec Et plaisir. on va aborder maintenant la troisième partie en compagnie de Madame Van der Schuren sur la thématique de l'accompagnement avec des exemples pratico-pratiques en milieu carcéral et des pistes pour mettre en place des actions d'aller vers. Bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir invité pour ce webinaire. Je m'excuse auparavant, ça pourrait couper parce que je suis au CHU et que la connexion n'est pas d'une qualité extraordinaire, mais ça revient toujours. Donc si vous voyez me figer, je me défige rapidement. Que dire sur les présentations d'avant? Bah déjà, oui, hein, je souscris beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, je suis toujours épatée, moi, quand c'est un psychologue qui nous explique que VAP et patch, ça fonctionne parce qu'il a tout bien compris de tout ce qu'on lui avait dit, qu'il a effectivement, je suis tout à fait d'accord. Alors, j'ai commencé à répondre un peu aux questions, Amine, hein. Je suis désolée, hein, ça me brûlait, mais donner quelques réponses. Tu Mais il fais y a beaucoup bien. de questions. La majorité, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que il faut que vous y croyiez, surtout en tant que professionnel, en tant qu'accompagnant, en tant que soit professionnel de santé ou non professionnel de santé, hein, que vous soyez éducateur, travailleur social. Si vous ne croyez pas en l'arrêt de vos patients au tabac, ils n'y arriveront pas. Vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai des publics difficiles. Eh ben alors je vous répondrai, j'ai des publics très difficiles qui y arrivent. Donc il y a vraiment une histoire de croyance là-dedans. Et je ne vous parle pas de religion, même si je pense que rentrer en tabacologie, c'est faire rentrer comme un sacerdoce. Donc c'est un peu particulier. Je m'excuse aussi, c'est le mois sans tabac, la préparation du mois sans tabac, donc je vous ai fait des dias très synthétiques. Et donc l'essentiel, j'espère pouvoir vous le dire, mais je répondrai bien sûr à toutes les questions qui me seront posées, il n'y a pas de souci. On peut passer à la dia suivante. Donc effectivement, on m'a demandé un peu de parler de ce milieu, du milieu carcéral et de ce public un petit peu particulier. Un public en précarité, pourquoi? Alors, parce qu'effectivement, quand vous êtes incarcéré, que vous ne travaillez pas, notamment dans les maisons d'arrêt, vous vous retrouvez très vite face à des difficultés, surtout que votre seule possibilité, en tout cas, d'avoir du tabac, c'est de le cantiner et que vous pouvez pas, il n'y a pas de circuit parallèle en prison, hein. Vous ne pouvez pas m'acheter comme le monsieur de ce matin un paquet à 3 euros le paquet. C'est que le paquet coûte forcément 12 euros et que un paquet et du tabac roulé coûte forcément une certaine somme. Que l'aide médicale, vous avez en fait pour les indigents une aide qui est donnée de 30 euros par mois et qu'avec 30 euros par mois, vous ne pouvez pas subvenir à certains besoins et au tabac. Ou si vous faites des concessions, c'est uniquement 3 paquets de 30 grammes de tabac pour un mois. Donc ça va forcément poser rapidement des problèmes. Après, j'ai voulu, donc mon expérience actuelle, alors j'ai travaillé en maison d'arrêt, en centre pénitentiaire, et j'en reparlerai après pour un projet qui s'appelait 1000 vapes en prison. Aujourd'hui, je me concentre essentiellement sur le centre pénitentiaire avec des peines qui sont plutôt longues et des usagers qui ont la possibilité de travailler pour certains quand ils ne sont pas indigents. Ah, on peut revenir sur la première dia, Amine, hein, si tu veux bien, merci. Euh, la première chose que je peux remarquer, donc j'interviens une fois par semaine, c'est que c'est un public qui est, c'est le même public qu'à l'extérieur au niveau motivationnel, hein. Il n'y a pas de, il n'est pas moins motivé, effectivement, ou plus motivé qu'eux. Parce que, on a le même problème avec les gens qui viennent nous voir en consultation de tabacologie. Moi, je travaille dans un CHU. Ça peut faire un peu peur parce que c'est grand, mais bon, on est au premier étage. N'importe qui peut venir nous voir et les motivations ne sont pas moins bonnes ou meilleures. Donc ça, c'est
souvent une idée reçue, ne sont pas motivés. Bah, ils ont les mêmes motivations. Bah, j'ai des problèmes de santé, ça coûte cher, je ne peux pas me payer le tabac, c'est exactement les mêmes. Après, c'est notre job, et comme je dis, c'est mon job de motiver les gens. Les gens viennent là, c'est ce que je demande à mes collègues, à mes confrères, aux travailleurs sociaux avec qui je travaille, avec qui j'ai rencontré encore hier, les éducateurs, c'est de me les amener dans mon bureau. Et moi, c'est mon job. C'est un travail à long terme, c'est un travail qui se fait sur de la distance. Et effectivement, on peut arriver à des résultats qui sont tout à fait intéressants avec ce type de public, même si c'est un public précaire. Alors effectivement, ils ont cette particularité qu'un certain nombre sont indigents. Vous allez me dire, vous ne connaissez pas toujours les revenus des gens qui viennent vous voir, même si c'est la plupart, s'ils ont un RSA, une allocation adulte handicapé, vous avez à peu près une idée. Là, effectivement, quand ils ont 30 euros par semaine, ben voilà, ils viennent vous voir ponctuellement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter du tabac et qu'ils ont entendu que finalement, il y avait possibilité de donner des patchs. Ils ne savent pas toujours comment les utiliser. La demande, c'est souvent les infirmières qui l'ont initialement. Puis quand ça se renouvelle, finalement, on me les adresse en me disant, Marie, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à leur donner des patchs après? Et je trouve ça toujours une excellente occasion finalement d'aller plus loin. C'est effectivement les traitements de substitution nicotinique, ça fait comment? Ça donne du confort aux patients. Ça donne du confort si vous les donnez à bonne hauteur. C'est-à-dire, c'est comme un traitement pour la douleur. Il est évident que pour un traitement pour la douleur, si vous sous-dosez, votre patient a toujours mal. Eh bien, il est évident que pour le tabac, si vous sous-dosez, le patient a toujours mal, il a toujours des besoins. Je n'ai toujours pas compris les résistances aux soignants à monter les dosages de patch. On me dit, ah, c'est pas bon pour le cœur, machin, mais pas du tout. Beaucoup d'entre vous vont donner des traitements de substitution aux opiacés sans aucune difficulté à bonne hauteur et à bon dosage. Il n'y a aucun risque avec les traitements de substitution nicotinique. Donc, effectivement, montant les doses. Au pire, si votre patient est trop dosé, il aura la bouche pâteuse, il n'aura plus envie de fumer. Un patient qui continue à fumer avec plaisir avec des patchs, c'est qu'il n'est pas bien dosé, point. La, la vérité est là. Après, vous avez voilà, ça va effectivement. Il y a des freins, bien sûr, parce qu'il y a l'idée que ce n'est pas efficace. Qui véhicule les premiers l'idée que ce n'est pas efficace? J'allais dire les soignants. Je vous dis ça avec presque l'accord des infirmiers avec qui je travaille tous les jours, hein. Enfin, parce qu'ils m'ont dit depuis effectivement qu'on a monté les doses, ça va beaucoup mieux, hein. C'est bizarre, hein. Ils m'en demandent moins et c'est plus efficace. Donc, c'est des remarques qu'on me fait au quotidien. En prison et dans les formations que nous faisons. Et puis effectivement, ben, j'ai des patients qui initialement ne voulaient pas arrêter. Ils viennent là parce qu'effectivement, ils sont dans l'inconfort et puis le manque indigent. Et puis j'en ai après qui reprennent un travail et puis qui continuent à arrêter. C'est bizarre. Pourtant, ils ont les moyens d'arrêter, mais ils ont compris les bénéfices. En tout cas, ils ont eu des bénéfices pour eux arrêter. Et puis, ils préfèrent effectivement mettre de l'argent de côté, s'acheter des habits, que de fumer. Donc, ça veut dire que même avec ce type de patient-là, on peut y arriver. Après, les objectifs, il faut être modeste, hein. Bien sûr que ça ne va pas être un arrêt immédiat. Bien sûr que parfois, c'est des démarches de réduction et c'est des réductions qui sont très longues, mais c'est tout. Il faut, je pense, l'accepter en tant que soignant. Et effectivement, on peut parler de réduction des risques en étant tabacologue. Réduction des risques accompagnés, bien sûr. J'envoie des petits messages subliminaux pour mes collègues, qui sont convaincus aussi comme moi, hein, je dois bien dire, hein. Euh, alors, effectivement, dans ce type de public, surtout si vous êtes convaincu de notre capacité à agir. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Et pour faire pas mal de formations maintenant auprès des soignants intervenant en milieu carcéral, ou dans différents types de milieux, hein, parce que finalement, en Normandie, on fait énormément de formations sur les TSN, ces traitements de substitution, ou sur le RPIB. C'est vraiment notre capacité à agir qui va faire que nous soyons convaincus et que nous agissons mieux auprès des publics que nous avons. Je cite toujours, hein, j'aime bien citer, je ne donnerai pas son nom, mais un infirmier de Carude
ici sur Caen, qui me disait: «Oh, c'est compliqué, ton histoire de tabac, moi, j'y arrive pas, tout ça.» Finalement, il a fait la formation, il a fait le DU aussi d'addicto dans lequel nous intervenons. Puis il me dit: «C'est bizarre, aujourd'hui, les gens arrêtent.» Bah oui, parce qu'il leur prescrit plus de substituts. Donc il y a vraiment, en fait, un changement dans notre vision qui fait évoluer les choses et qui fait évoluer notre façon de parler aux patients. Ça paraît un peu simpliste, hein, quand je le dis comme ça, parce que vous allez me dire: bah, il suffit d'y croire. Bah oui. Mais pourquoi on y croit? Parce qu'on voit qu'il y a de l'efficacité, parce qu'on essaye des traitements à bon dosage. Et surtout, on a beaucoup parlé des représentations des patients précaires, mais effectivement, Stéphane nous parlait des représentations des soignants en général, ils sont toujours là dans des milieux particuliers, notamment en psychiatrie, hein. Je travaille aussi pas mal en psychiatrie et en prison. Et ça m'amuse toujours quand quelqu'un vient me dire: bah oui, moi j'avais telle représentation, puis je vois bien que depuis qu'on a mis en place des protocoles, mis en place des choses, ça va beaucoup mieux. Donc, je vous parle vraiment d'expérience. Et se former, parfois, ça aide à changer de position. Ah bah oui, j'allais changer la dia, mais c'est pas moi qui peux changer. Donc, Je m'en occupe. tout à fait. Alors, les actions mises en place, finalement, je l'ai résumé un peu comme ça. Finalement, première grosse action que nous avons mis en place, c'était 1000 VAP en prison. Alors, ça claque bien, hein, 1000 VAP en prison, c'est un beau titre, hein, ça a plu à notre ARS. On a eu 52 000 euros pour acheter des VAP en 2017. Alors, notre tort, c'est qu'on a demandé que les VAP et pas l'accompagnement. Donc, on a travaillé très vite avec la VAP du cœur sur ce projet, plus en tant que conseiller, pour nous conseiller quelle VAP il fallait mettre, que plutôt que on leur demandait pas de fournir des VAP, hein. C'était pas l'idée. Alors, le résultat on a donné 252 VAP, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'en fait, la VAP qu'on avait mis initialement dans le projet, avant d'aller mettre un pied en prison, ben, elle n'a pas été acceptée. Parce qu'effectivement, à l'époque, on ne pouvait pas mettre de vape qui avait un port USB. Donc, il a fallu nous adapter. Cette vape coûtait 4 fois plus cher. Donc, vous comprenez bien qu'on en a donné moins. L'expérimentation que, en fait, enfin, on va dire, c'était l'ARS Normandie s'est lancé dans le projet. C'était un projet sur la réduction des risques. Finalement, c'était de voir quelles sont les méthodes possibles, est-ce que ça fonctionnait ou pas. Il y avait plein de petites questions dedans et voir si c'était efficace. Alors, on a pu montrer l'efficacité pour les détenus et échanger avec eux. Surtout, ils avaient l'idée que la vape, c'était plus dangereux que le tabac. Et finalement, le fait qu'un médecin vienne proposer en prison, en fait, ce type de dispositif, leur a permis finalement de se dire: oui, on peut y aller et c'est tout à fait acceptable. Du coup, avoir une augmentation du cantinage des vapes. Parce qu'effectivement, on pouvait déjà cantiner des vapes en prison. Le problème, c'est la qualité de la vape qui posait souci. Ce qui nous a permis aussi de voir, c'est que travailler uniquement sur la vape, c'était dommage. Et il fallait travailler à la fois la dépendance en général et surtout la mise en place de patchs. Parce que comme l'a dit David, c'est des patients qui sont très dépendants et qu'une vape seule ne suffit pas souvent à couvrir les besoins. Et que, comme on avait travaillé la formation avec les infirmières qui étaient sur place, mais probablement, j'avais pas de consultation à l'époque à l'intérieur de la prison, et ça a été un frein à la poursuite finalement de certains sevrages. Parce que nous avons eu tout de même pas mal de résultats positifs sur les centres pénitentiaires, un peu moins sur la maison d'arrêt, on a plus eu des réductions. Et sur la maison d'arrêt des femmes, on avait eu à un moment 100% de réussite sur il y avait que 28 femmes qui fumaient, donc on avait vraiment eu un bon. Voilà, ça s'était très bien passé. Euh, voilà, au-delà de ce dispositif, ça nous a permis surtout de travailler avec les soignants et aussi la détention. Parce qu'il ne faut pas oublier que les surveillants, la détention, ils sont là de façon à part entière. Et tous les programmes que nous mettons en place, nous les mettons en place aussi pour les personnels travaillant dans la prison. Ça, c'est hyper important d'avoir leur adhésion pour pouvoir mettre en place les projets et les faire avancer. Donc, dans les projets que nous avons aussi mis en place qui sont plus récents, c'est des protocoles. En fait, souvent, les infirmiers, les soignants ont l'impression d'être distributeurs de patchs, et ça les décourage finalement, et ça les encourage pas à avancer avec ce type sur cette thématique qui est le tabac.
Donc, nous avons mis en place des protocoles de délivrance de patch sur 7 jours, de réévaluation, de contrats aussi, notamment à la maison d'arrêt, qui ont permis finalement d'aplanir les choses et d'avoir un meilleur sentiment d'efficacité pour nos infirmiers. Ça, c'était très important. Vraiment, il faut qu'on soit tous partants ensemble. Alors, comme je vous ai dit, la consultation d'aide au sevrage tabagique, euh, pour les personnels sous main de justice, effectivement, là, je fais une consultation toutes les semaines. Donc, ça permet de renforcer, enfin, d'être présent surtout, et puis d'accompagner les personnes les plus en difficulté, hein, parce qu'en plus, on a une population qui est assez âgée à Caen, avec beaucoup de pathologies, bon, toutes les pathologies qu'on peut rencontrer chez les patients. Donc, et effectivement, je vois qu'ils allaient voir un médecin, un cardiologue, un chirurgien leur disait qu'il faut absolument arrêter de fumer. Et ils étaient un peu, ils avaient besoin d'un peu plus d'aide, effectivement, que des patchs. Et je pense qu'on a ça, là-dessus, on a gagné. Et puis, c'est surtout un soutien auprès des équipes. Finalement, à chaque fois que j'y vais une demi-heure plus tôt. On échange beaucoup avec les équipes sur ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place. Et ça renforce d'autant plus leurs actions. Donc, un peu comme un référent, mais bon, c'est très intéressant. Et puis, ils me parlent des cas qu'ils ont vus à la maison d'arrêt et ça nous permet effectivement d'avancer. Ce qui nous a beaucoup aussi fait progresser, c'est les formations, hein. Nous avons une formation en interne sur les traitements de substitution nicotinique. Et puis là, nous mettons en place pour le mois sans tabac des formations auprès des autres soignants, notamment de psychiatrie, de l'EPSM et des agents du SPIP sur plus spécifiquement c'est quoi finalement les idées reçues sur le tabac. Quel type d'accompagnement peut-il être fait à l'intérieur de la prison et à l'extérieur de la prison, l'aller vers, hein, l'orientation, et puis aussi donner quelques éléments sur le repérage précoce, intervention brève, hein. Je vais revenir juste après dessus. Mais finalement, quand on parle du tabac, quelles sont les phrases qui vont porter? Et surtout, c'est ça enfin, je vais insister sur le positif, hein. Il y a des mots à dire, il y a des phrases, des questions à poser qui vont être plus percutantes que d'autres. On va toujours voir les bénéfices et pas voir les échecs, ce qui va permettre d'avancer. Donc, comme je vous disais, la sensibilisation des personnels de la détention, donc en dehors en fait des personnes qu'on pourrait avoir, des personnes soignantes, on intervient au mess des officiers, ça permet ben voilà, de parler tabac, de poser la problématique. Souvent, ils viennent nous poser des questions. Ben, je pensais que ça, c'était vrai que quand ils mettaient leur patch, ils ne pouvaient pas fumer. Donc, je leur disais, quand on me posait la question, de retirer le patch. Ben, effectivement, ça permet de discuter de ça et d'arrêter sur ces fausses croyances surtout. Et puis là, notre gros travail depuis 2017, c'est de faire évoluer la cantine. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons une vape de médiocre qualité au centre pénitentiaire de Caen. Et nous avons réussi, je pense qu'au 1er janvier, à obtenir 2 vapes de qualité. Et ça fera toute la différence, effectivement, parce que quand vous conseillez la vape et que finalement, elle n'est pas du tout adaptée, en tout cas, celle qui est vendue, c'est l'industrie du tabac qui la vend. Là, nous avons obtenu de pouvoir avoir une vape de l'industrie de la vape. Donc, ça va vraiment faire évoluer le cantinage et augmenter en fait l'adhésion en fait des personnes détenues. On peut avancer à nous. Alors, pour terminer, je voulais reparler un petit peu, et David vous en a parlé avant, du RPIB, repérage précoce, intervention brève. Alors, j'ai marqué tabac, mais effectivement, le RPIB, ça peut être utilisé aussi bien au niveau de l'alcool qu'au niveau du cannabis, hein. D'ailleurs, c'est ce qui est plus efficace parce qu'effectivement, c'est les 3 produits qui sont le plus consommés aujourd'hui en France. Vraiment, les formations, je vous encourage hein, à faire des formations RPIB. Alors nous avons un programme forcément au niveau régional, au niveau de la Normandie, mais vous pouvez avoir, ces programmes sont dispensés aussi par le réseau RESPAD, par plein de réseaux aujourd'hui. Et c'est vraiment une autre façon d'aborder les choses en ayant des outils. Alors j'ai marqué outils, les professionnels de la détention avec des techniques rapides, efficaces et simples. Rapide, parce qu'en fait, vous pouvez faire des RPIB aussi bien en 3 minutes qu'en 10 minutes, selon le temps que vous avez. Efficace, parce que ça a été démontré effectivement que ces méthodes et ces questions avaient une efficacité sur l'arrêt du tabac, de passer de 10% d'arrêt à finalement 22% en fonction du temps que vous allez y mettre.
Passer de 10 à 3%, à 13%, si vous mettez déjà 3 minutes, ça veut dire que vous avez 30% de plus d'efficacité. Et il y a très peu de fois où vous avez des techniques qui vous permettent d'augmenter votre efficacité finalement et qui ont été prouvées. Et simple parce qu'effectivement, c'est la façon dont vous allez poser quelques questions qui vont aider. Forcément, si vous avez un public, il y a quelqu'un qui fume et vous dites est-ce que tu as envie d'arrêter de fumer ou est-ce que vous avez envie d'arrêter de fumer, déjà vous clôturez votre discussion une fois sur deux. Oui, non. Déjà, c'est une question fermée. C'est très bien qu'on ne va pas poser de questions fermées. Tandis que si vous leur dites effectivement, est-ce qu'on peut évaluer ensemble votre niveau de dépendance? Que vous fassiez un simple Fagerström ou vous fassiez un CDS en 12 questions, en fait, vous allez déjà changer les choses. Après, vous demandez aux gens finalement, qu'est-ce que vous pensez du score de votre dépendance? Vous n'êtes toujours pas en train de leur demander s'ils veulent arrêter de fumer, mais vous leur donnez de l'information par rapport à leur dépendance. Et après, vous pouvez enchaîner sur des questions simples, sur quels bénéfices vous auriez à modifier vos consommations, quels sont les inconvénients liés à votre consommation, que connaissez-vous sur les méthodes de sevrage, qu'avez-vous déjà réalisé? Toutes des questions ouvertes qui vous permettront finalement de donner l'opportunité à la personne en face de vous de réfléchir sur ses consommations. Toutes les études, hein, alors je ne sais plus si c'est Stéphane ou David qui ont montré effectivement ces études qui, finalement, les gens ont bien conscience que le tabac, c'est dangereux pour leur santé. Et dans le dernier BEH, on a 60%, alors j'ai vu d'autres études avec un peu plus, 70% qui souhaiteraient arrêter leur consommation au cours de l'année. Le problème, c'est qu'en fait, ils ne trouvent jamais d'interlocuteur. Donc, et quand ils en parlent à leur médecin, finalement, leur médecin leur met un patch sans être vraiment convaincu parce qu'il n'a pas été formé. À partir du moment où vous êtes formé, rien qu'avec un RPIB tabac, et même si vous n'êtes pas soignant et non prescripteur, vous arriverez finalement à faire émerger d'autres éléments qui vont probablement aider les gens à avancer. Hier après-midi, j'étais encore sur un stand moisson de tabac. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont de Caen, mais effectivement, à la grâce de Dieu, qui se trouve dans un quartier, entre guillemets, en difficulté sur Caen. Et finalement, ben, les gens, oui, ok, ah, bah, vous faites quoi? Moi, je suis tabacologue au CHU. Est-ce que vous voulez prendre 2 minutes pour dire, enfin, voilà, vous êtes fumeur, oui, bah, vous voulez prendre 2 minutes pour discuter? Et finalement, à travers un questionnaire, euh, finalement, une personne qui me disait, bah, moi, je veux 23 ans, je vais arrêter quand je serai enceinte. Ah bon, et donc, et qu'est-ce qui fait finalement, c'est quoi les inconvénients du tabac? Ben, finalement, de voir qu'elle pouvait très bien arrêter déjà maintenant, qu'il existait des techniques, qu'on pouvait l'aider. Et effectivement, je ne sais pas si elle viendra me voir en consultation. Mais en tout cas, elle a entendu des choses et elle me dit, ben, j'ai pas perdu mon après-midi. Et pour moi, c'était déjà des petites victoires de pouvoir échanger et d'autres personnes, effectivement, vues comme ça, ces occasions-là qui, sur 2-3 minutes, parfois 5 minutes, si on a un peu plus de temps, on arrive vraiment à passer certains messages et en tout cas avoir une réflexion sur en tout cas leurs sentiments, leur capacité à arrêter. Et ce qui est important, effectivement, moi, c'est déjà, bah, je sais, l'année dernière, j'étais déjà allée dans ce forum et j'ai eu des patients qui sont venus à la suite de ça. Donc, je vois bien que ça peut être efficace d'avoir le bon message et le bon message, c'est surtout de dire que c'est possible et qu'il existe des outils, que ce soit la vape ou que ce soit le patch, c'est pas un problème finalement. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est pas à nous de choisir, à la personne en face de nous de choisir. Par contre, ce que nous devons à nos patients, c'est la décision partagée. Et la décision partagée, c'est voilà, j'ai plusieurs méthodes. Ce qu'il faut, c'est vous apporter de la nicotine, que cette nicotine se fasse sous la forme de vape ou de patch, ou de vape et de patch. La différence, effectivement, c'est que le patch, euh, on sait qu'on va pouvoir l'arrêter au bout de tant de temps, mais il n'y a pas effectivement de plaisir, il n'y a pas effectivement, peut-être que ça ne vous correspondra pas. La vape apporte exactement la même nicotine. La différence, c'est qu'effectivement, bah, ça se garde parfois un peu plus longtemps, mais ça agit sur la gestuelle, etc. C'est pour ça que après, il va falloir probablement l'arrêter. Mais ça se discute en fait avec l'autre. C'est pas forcément à nous de faire les choix. Et c'est des options en fait que nous offrons à nos patients. Et quand vous offrez à vos patients des plusieurs options, et puis surtout de l'autonomie et du choix, eh ben, c'est intéressant parce qu'ils font des choix qui vont dans le sens de leur santé, parce qu'ils sont intéressés finalement sur leur santé.
Et la majorité d'entre eux, effectivement, n'osent pas l'affirmer, n'osent pas le dire pour toutes les problématiques que Stéphane nous a dit auparavant, tous les freins en fait qui sont mis de par leur milieu, leur structure, leur environnement, effectivement, qui posent des freins. Et on leur met finalement des freins aussi par nos représentations. Donc vraiment, j'ai un message, voilà, faut y croire, il faut oser surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation avec du pragmatisme, des pistes et des ressources à mobiliser au niveau de vos régions pour essayer de mettre en place des initiatives. L'importance d'être convaincu dans votre démarche et le fait de s'appuyer sur les formations pour acquérir des connaissances et des compétences et surtout un savoir-être, en fait, qui va s'appuyer sur une décision et un choix éclairé avec les usagers ou vos patients. Mm. Merci beaucoup encore, Marie. Tu Oui, voulais ajouter quelque chose? oui, tout de suite, je vois une question. Qu'est-ce que c'est le cantinage? En fait, toutes les semaines, les détenus ont le droit de cantiner des choses, aussi bien des brosses à dents, du déodorant, etc. Et ils peuvent cantiner des vapes et du liquide. Oui, Voilà. cantiner, c'est commandé par la centrale d'achat de la maison d'arrêt parce qu'on ne peut pas faire rentrer des objets dans un établissement pour peine de façon libre. Il faut que ça passe par un truc qui s'appelle la cantine. Et du Merci. coup, les articles dans cette cantine, c'est l'administration pénitentiaire qui décide lesquels sont appropriés ou pas, pour des raisons de sécurité et autres. Merci beaucoup à vous deux pour ces deux questions et ça fait une transition parfaite pour notre temps d'échange maintenant, qui a été initié avec cette première question, euh, pour lesquelles on s'est tous posé qu'est-ce qu'était le cantinage. Pour rester sur ce sujet de la vape, ce qui est ressorti souvent, donc je ne vais pas forcément citer le nom de la personne qui a posé la question, parce que pour une même question a été posée plusieurs fois. Et donc, du coup, je m'adresse à vous trois, mais peut-être en particulier à Marie et David, sur l'outil de la vape. Et en fait, on nous a demandé, est-ce qu'il y a des caractéristiques euh, sur la vape, est-ce qu'il y a des recommandations qui permettent aux professionnels de bien choisir leur vape? Ou quelles recommandations, quels sont les critères qualité, on va dire? Les critères techniques. Ah oui. Alors, Marie, tu veux répondre? Je réponds? De toute façon, je pense qu'on va avoir des réponses qui sont complémentaires, hein. Allez, vas-y, commence alors. Alors, parce que tu auras une réponse d'aficionado et puis moi, j'aurai une réponse plutôt de... il faut déjà que ça coûte pas cher au début. Quand vous êtes primo-vapoteur, là, il y avait la question sur ça coûte cher. Non, une Pods, j'en ai une là, je ne sais pas si vous allez la voir. Ça, c'est une Pods, ça fonctionne très bien. Vous avez, c'est très simple d'utilisation. Vous avez une cartouche à changer toutes les 3 semaines. Ça coûte 2,90 € et la première coûte 17,90 € si, sur le site internet je ne vais pas le citer, du petit vapoteur, hein. Donc, ça, c'est efficace, ça se recharge. Vous mettez le liquide que vous voulez dedans. Il faut que votre résistance se corresponde en fait à ce que vous allez mettre dedans. Et vous pouvez acheter plusieurs types de résistance. Donc, en fait, nous, en tant que soignants, il faut qu'on donne les bases. C'est-à-dire qu'on explique aux gens comment bien vapoter, c'est-à-dire les techniques vapoter en indirect, etc., pour pas que les gens toussent. Avoir les bons dosages, parce qu'effectivement, en ce moment, il y a une tendance chez certains à vendre que du 3 mg ou du 6 mg, ce qui permet de vendre plus de liquide pour quelqu'un qui en aurait besoin du 12 ou du 16. Et effectivement, indiquer aux gens qu'il faut bien changer les résistances régulièrement et jamais vapoter à sec. C'est-à-dire que autrement, ce serait effectivement, on ne serait pas dans une réduction des risques. En fait, c'est ça qu'il faut savoir en tant que soignant, j'ai envie de dire. Après, parmi vous, il y en a certainement qui sont beaucoup plus formés à la vape, mais il faut donner des conseils minimum. Voilà, je n'irai pas plus loin, je vais laisser David avancer.
Oui, clairement, enfin, je rejoins Marie. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel de santé, on n'a pas besoin d'être hyper technicien. Après, ça peut être un outil. Enfin, il y a des formations qui existent. Il y a le guide pour sortir de la fumée dont j'ai parlé, qui permet de donner quelques repères, mais sur un usage moyen d'un usager de tabac, on va dire, allez, l'usager moyen de tabac, il faut une résistance à plus d'un ohm et une vape qui coûte pas plus de 20 euros parce que il va en changer de toute façon. Voilà. L'important, c'est que vous ayez peut-être un ou deux shops de vape, donc vous savez qu'ils vont donner des bons conseils et ils vont faire attention à la façon dont la personne, ce qu'elle attend de sa consommation de tabac, etc. Et vous, vous allez veiller à ce que tout ça se passe bien, elle soit bien, que son apport en nicotine soit satisfaisant, etc. Juste pour revenir à la question de la place du professionnel de santé, enfin, du professionnel de l'accompagnement, je vais être plus large que de la santé. Le professionnel de l'accompagnement, son but, c'est de faire la différence entre le shop de vape où le vendeur va sous-nicotiner ce que les gens ont tendance à faire. Enfin, Marie en a pas parlé, mais quand on est dans une démarche d'arrêt, souvent, il y a ce fameux mythe de la volonté et que la personne qui veut arrêter de fumer a envie de se prouver qu'elle a de la volonté, ce qui, à mon avis, est très mal à propos. C'est-à-dire que dès lors qu'on est dépendant à un produit, la volonté est certes un ingrédient préalable intéressant, mais c'est pas ça qui va déterminer la réussite ou pas du projet. Du coup, ils veulent se montrer qu'ils ont de la volonté et ils vont sous-doser en nicotine. Et du coup, ils s'étonnent après de reconsommer du tabac, etc. Et donc ça, c'est les tabacologues ou toute personne qui accompagne autour du tabac doit être très vigilante à ça. Et certains shops de vape font exprès de sous-nicotiner les personnes parce que ça va un peu dans le sens de ce que le consommateur voudrait, etc. Et en plus, ça leur permet de vendre du liquide plus facilement. Donc il y a un peu on va dire des gens qui vendent de la vape comme s'ils vendaient des chaussettes. Et ça, pour moi, c'est peu recommandable. Et il y a quand même des shops de vape qui ont un vrai service, qui proposent un vrai accompagnement intéressant, très technique. Et du coup, en tant que professionnel, vous avez à savoir un peu vers qui vous orienter. Alors, le but, c'est pas de faire le fonds de commerce du shop de vape du coin, mais voilà, orienter de façon équilibrée, sans faire de distorsion de concurrence, mais de savoir un peu quand même, de pas envoyer au casse-pipe quelqu'un qui aura un conseil qui sera nul parce que il ira chercher la première vape en tirette dans la grande surface du coin, quoi. Et puis nous, on a un atout secret, ça s'appelle la vape du cœur. Et quand j'ai des soucis, j'ai un atelier. En fait, on a une convention avec la vape du cœur qui vient une fois par mois. Et c'est des patients qui vont voir Xavier à l'atelier. Donc, on a un atelier mené en binôme, enfin, je pense comme d'autres parmi vous. Voilà, Oui, infirmière Il y a, il y avec. a- il y a une remarque très intéressante de quelqu'un qui dit que les usagers de vape nous apprennent aussi beaucoup de choses hein, sur l'usage de la vape. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Notamment, tu parles de la vape du cœur. David a parlé de Sovap hein, qui a fermé tout dernièrement. Je pense qu'il est important aussi de s'appuyer sur ces associations et sur le savoir-faire des usagers de vape. Ah oui, de toute façon, moi, j'en apprends tous les jours. Enfin, après, forcément, maintenant, au bout d'un moment, en 7 ans, j'en ai beaucoup appris et je me rends compte on développe un discours, effectivement. Mais après, faut bien rester dans cette optique. Moi, j'impose jamais la vape, hein. Mais la majorité des gens qui veulent vaper viennent avec moi avec la vape. Donc, on a le droit, d'après la HAS, effectivement, d'accompagner les gens qui le souhaitent. Mm. Petite question qui est en lien avec ça, là. Est-ce qu'on peut proposer des boutiques certifiées SIMVAP? Je me lance pas là-dedans. Je ne, enfin, j'ai pas d'avis sur cette question. Je ne connais pas bien cette certification. Euh, c'est sans doute un label pour comment dire, sécuriser le conseil qui est apporté. On n'a pas vérifié si ce label était vraiment suivi des faits, parce qu'on n'est pas non plus contrôleur de la DGCCRF. Mais il y a des petits indicateurs hein, qui sont intéressants. Si la personne commence déjà par vous demander le budget avant de vous demander comment vous fumez, déjà, vous pouvez repartir. Si la personne vous vend un tirage chicha, un tirage très ouvert d'emblée, alors que votre but, c'est d'arrêter de fumer, vous pouvez passer votre chemin également.
Enfin, voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on peut apprendre en formation et que vous pouvez apprendre aussi auprès des vapoteurs. C'est-à-dire que les utilisateurs de vape ont déjà aussi une expertise. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans la vape, c'est que c'est pas tellement le professionnel qui a l'expertise, voilà, il a le droit d'en avoir une, mais l'usager, lui, a déjà essayé des trucs. Et du coup, on peut le faire échanger aussi là-dessus sur ce qu'il y trouve pas. Mais le patient ou l'usager est toujours expert de sa pratique, hein, que ce soit même pour la vape, enfin, que pour les patchs, que pour le sevrage tabagique. Et c'est ça, en fait, sur lequel on doit s'appuyer et qui fait que ça fonctionne, en fait. Merci pour ces réponses sur la vape. Une question qui revenait, mais pour laquelle tu as déjà répondu, c'était sur le coût. Donc, il y a des pistes qui ont été données, de vous rapprocher auprès de partenaires privilégiés qui ont été cités notamment, qui vous permettent d'obtenir des dotations, on va dire, à moindre coût en termes de cigarettes électroniques. Euh, une question qui revient souvent là, c'est concernant la formation, donc tant pour l'accompagnement à la vape ou la formation RPIB. Donc on nous demande comment on fait pour se former ou alors vers qui se diriger. Donc Marie, tu avais donné quelques partenaires du milieu qui organisent régulièrement des formations. Sur la Normandie, il n'y a pas de souci. C'est le DAPA, hein, je pense, qui coordonne les. Oui, alors on peut dire les ambassadeurs moins sans tabac de façon générale, en fait. Ok, merci. Voilà. Voilà. Mais j'ai jamais l'adresse en tête, mais on tape DAPA Normandie, on doit trouver. Et au niveau national, moi, je connais que la formation faite par le RESPAD, qui est gratuite, mais peut-être qu'il y en a d'autres, hein. C'est bien ça. Non, ben je vais compléter rapidement en parlant de oui, il va y avoir les acteurs sur le national, comme le RESPAD, Addiction France, la Fédération Addiction, qui organise tout au long de l'année des formations. Et concernant le mois sans tabac, je vais vous donner à la fin les contacts, mais voilà, dans le cadre du mois sans tabac, il y a des formations qui sont mises en place gratuitement, donc pour vous sensibiliser sur les bases de la tobacco, par exemple, se former au RPIB. Et, euh, et donc voilà, donc on vous conseille de vous rapprocher au niveau du territoire des acteurs du secteur de la prévention. Généralement, ils ont toujours une liste de partenaires qui organisent ces formations-là. Donc, et ça se trouve assez facilement. Mais je vous remettrai certains contacts à la fin de nos échanges. Et puis, il va y avoir une nouveauté le mois prochain, c'est que le RESPAD fait une formation e-learning sur le RPIB. Alors, elle va être payante parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé de financeur, mais voilà, ça peut être aussi un moyen quand on peut pas se déplacer, quand on n'a pas, voilà, de faire les choses. Bah, parfait pour ce complément, Marie. C'est vrai que multiplier les canaux de formation, ça reste toujours, euh, ça reste toujours pertinent et utile. Encore quelques petites questions sur la vape, mais après, on va repartir sur d'autres sujets qui ont été abordés. Euh, Tu avais parlé du guide vapotage de CBD qui a été fait par Opelia et nous demande est-ce qu'il est disponible actuellement ou il est en cours de production. Alors, il est disponible, ça fait un petit moment qu'il a été mis en place. Il est présenté dans la formation qu'on propose à la Fédération Addiction, là, sur la vape. Il est disponible sur le site d'Opelia, voilà, gratuitement. Voilà. Très bien. Si jamais vous attendez, allez, quelques semaines, bon, une ou deux, la version 2 du guide pour sortir de la fumée va sortir et il y aura les références, notamment il y a un lien qui sera fait sur ce guide-là. Et j'en profite j'ai vu une question sur l'arrêt de la vape. Justement, on a mis dans le guide 2 sur de la fumée, on a mis un petit expérience qu'on a avec ma collègue Valérie Salou, l'infirmière de tabacologie, parce qu'on a des demandes effectivement d'arrêt de vape. Donc avec, voilà, un peu en tout cas, nous pratiquons-nous, comment on fait, et comment ça fonctionne, enfin, avec des patients qui ont arrêté, hein. Ils ont bien arrêté le tabac, oui, c'est ça. Qui ont arrêté le tabac et maintenant qui veulent arrêter la vape. Donc Ouais. on prend un peu toutes les demandes en fait.
Tout à fait. Je me permets juste de relayer une petite question sur les orientations, je crois, en XAPA. J'ai vu là, un collègue qui dit: «Je fais de l'allée vers dans la rue depuis 2016. J'adresse souvent les personnes vers les XAPA tout en précisant les différents types de publics qui peuvent se trouver dans la salle d'attente». Alors oui, c'est important. Heu, Peut-être une information, certains XAPA, essaient d'aménager les accueils aussi pour éviter le frein de: «J'ai pas envie de croiser un tel ou un tel parce qu'à une époque je consommais des produits et du coup j'ai pas envie» et cetera. Il y a moyen, souvent, en tout cas c'est l'expérience que j'ai moi sur mon territoire, de pouvoir organiser des rendez-vous de façon un peu plus confidentielle ou en passant moins, en croisant moins les professionnels et que ça passe. Leur but, c'est aussi de pouvoir faire du sur-mesure là-dessus. Donc, c'est pas inintéressant quand même d'interroger le XAPA qui peut trouver des fois des modalités d'accueil qui puissent être un peu spécifiques si une personne a un frein à venir au moins la première fois. Et puis finalement, la plupart du temps, elle se rend compte que c'est pas si dramatique que ça. Mais C'est aussi ce qu'on propose dans le guide pour améliorer la prise en charge du tabac dans l'EXAPA, ou finalement dans la méthodologie, dans la réflexion que l'on peut avoir hein, sur les personnes qui viennent dans l'EXAPA pour prendre en charge leur tabagisme. L'idée est de pouvoir proposer des accueils différenciés, mais ça c'est à la liberté de chaque structure de pouvoir le mettre en place. Et puis, effectivement, j'encourage tout le monde à aller visiter son XAPA à proximité parce que c'est parfois des très beaux endroits. Stéphane ne le dira pas, mais le XAPA à Lisieux, là où vous travaillez, ESI 14, il est vraiment, c'est un très beau lieu de travail. Et pour recevoir du public, effectivement, c'est très agréable, moi, je trouve. Donc, faut pas Merci Marie. s'imaginer qu'effectivement, c'est au fin fond d'un truc moche, etc. Et les accueils se font parfois c'est très beau, très agréable. Merci à Et juste pour reprendre ce que disait la personne sur l'allée vers, et je pense notamment aux maraudes, euh, je- il y a certains carubes notamment qui réalisent des maraudes et qui font aussi de la délivrance de vapes hein, durant ces maraudes. Hein, je pense notamment aux carubes de Perpignan qui donnent des conseils, peuvent délivrer des puffs bon, qui vont disparaître, mais comme le disait David, il y a d'autres systèmes, vapes qui vont pouvoir être utilisés. Mais voilà, l'idée aussi dans l'allée vers, de pouvoir proposer voilà, ces temps pour discuter du tabagisme et de proposer voilà, cet outil qu'est la vape. Merci à tous les 3 pour cette réponse et c'est parfait parce que oui, ça avait fait, pas mal réagir, la structure, d'Exapa dans la discussion quand tu avais abordé notamment, le guide sur la prise en charge en première intention, où on avait des retours d'expérience de personnes qui disaient que c'était, que c'était compliqué d'orienter sur la question du tabac dans l'Exapa. D'autres disaient que non, donc vous nous avez montré que bon voilà, ça reste des lieux ressources. Il y a le guide, il justifie, sa production, elle justifie, ses retours et toutes ces réflexions-là. Donc, Il y a une question aussi, je crois, pour l'Exapa de culture. Hein. Vous savez, depuis quelques années maintenant, les XAPA ont été créés pour être généralistes hein, en addictologie. Et en fait, on s'aperçoit que la tabacologie et l'addictologie ont évolué le plus souvent de façon séparée. Et les professionnels de l'addictologie se sentaient pas véritablement légitimes pour aborder ces questions avec les personnes accueillies. Donc, je pense que tout ça est en train de changer hein, progressivement, notamment parce qu'on se rend compte que les personnes que l'on prend en charge dans l'EXAPA souffrent finalement de leur tabagisme et que si on leur a proposé à un moment donné un accompagnement pour arrêter ou diminuer certaines substances, eh ben, on se rend compte qu'on a peut-être un peu banalisé, négligé la consommation de tabac et que bon, il n'est jamais trop tard hein, pour aborder cette question du tabagisme. Bien sûr, le plus tôt c'est le mieux, mais je pense que c'est important que les professionnels d'Exapa se sentent légitimes à aborder cette question. La question sur l'aller vers, là, j'ai vu, c'est quoi l'aller vers? L'aller vers, c'est aller vers les gens. C'est pas attendre qu'ils viennent à nous, si je résume, hein. C'est ce qu'on fait en liaison, par exemple, ici. Il y a des patients qui sont dans les lits, qui sont fumeurs. Eh ben, il y a ma collègue qui va se balader dans les unités pour aller les voir. Donc, on profite de chaque occasion pour échanger et aller vers le public en difficulté et pas attendre qu'ils viennent vers nous.
Oui, et je pense que c'est très important ça, parce que tu le disais tout à l'heure, Marie, les personnes en situation de précarité n'ont pas moins le désir d'arrêter de fumer hein, que les autres. La difficulté, c'est l'accès aux soins, c'est de rencontrer des personnes qui, à un moment donné, vont les interroger sur leur tabagisme. Et je pense que c'est important, cette dimension là dont tu parles, Marie, d'aller vers, et puis cette question qu'il y a autour de l'aller vers, ça peut se faire dans différents contextes. Tu parlais de ton expérience tout à l'heure dans un quartier où tu allais dans un forum. Ça, c'est de l'aller vers, clairement. On va rencontrer des personnes, ça peut être dans le cadre de maraudes, de forums, et on échange avec eux sur leur tabagisme, bien sûr, avec, comme tu le précisais, des questions ouvertes, avec beaucoup de bienveillance, et on n'est pas dans la recherche de l'arrêt, on est vraiment dans la discussion, et puis leur dire qu'il y a des accompagnements possibles. J'ai vu une question aussi que je voulais relayer sur y a-t-il comment dire, des stratégies de communication à destination des publics en situation de précarité? Alors, il me semble quand même que Santé publique France a- avait un peu accentué là-dessus. Et il y avait des affiches qu'on pouvait commander sur Santé publique France qui étaient un peu spécifiques parce que justement, un des inconvénients là qu'on a remarqué avec le mois sans tabac, c'est que du coup, les applis, la communication qui était faite était quand même pas mal adressée, on va dire, à un public, allez, je dis le gros mot bourgeois, hein, voilà, et du coup, PSP+. voilà, CSP+, dira-t-on publiquement. Et du coup, on laisse de côté un côté d'identification pour des publics qui sont un peu moins CSP+. En fait, ils ont aussi le droit de s'identifier à des personnes qui correspondent davantage à leurs organisations. Et du coup, il y a des affiches un peu spécifiques qui ont été faites, que je trouve pas mal parce qu'elles sont pas non plus, elles font pas du côté elles en font pas trop du côté précarité, ils font quelque chose du côté de, ben voilà, on est des personnes qui travaillons tous les jours, qui n'avons pas des boulots très, comment dire, valorisés socialement, mais du coup, le tabac est intéressant, on est content de pouvoir arrêter, et je crois que les affiches sont toujours possibles de commander sur Santé publique France, donc je vous encourage à le faire. Et puis je crois aussi qu'il faut s'autoriser à adapter les messages, hein. Tout à fait, complètement. Je pourrais donner l'exemple d'une infirmière du Carrefour de Perpignan qui avait une affiche où il était écrit que finalement on accueillait des personnes qui souhaitaient arrêter de fumer et elle avait souligné et les autres. Et les autres, elle avait réécrit sur l'affiche et les autres, parce que effectivement, l'appellation moi sans tabac, bon, est intéressante, mais il y a quand même le sang qui peut faire peur. Et certains publics peuvent se dire, mais moi, j'y arriverai pas. Donc, il y a tout un travail d'explication, il y a tout un travail, j'aurais envie de dire, tout à l'heure, David parlait de littératie, mais il faut qu'on arrive à se mettre, je dirais, au niveau des publics et voire même créer des messages avec eux. Alors, ça peut être un peu délicat parce que parfois, des personnes peuvent avoir des intentions un peu fortes hein, concernant le tabagisme, mais je crois que c'est important aussi de pouvoir travailler les messages avec les personnes en situation de précarité. Merci à vous trois pour ces réponses très intéressantes et qui répondent à beaucoup de questions qui étaient sur le chat. Tu parlais d'adaptabilité finalement, Stéphane, et un débat dans le chat était venu sur le fait de... Enfin, du coup, moi, je vais le reformuler pour vous questionner sur ça. Est-ce que quand on s'adresse du coup à ces personnes en situation de précarité, tout en sachant, comme tu nous l'as bien dit, qu'on pourrait plus parler des précarités, est-ce que finalement, est-ce que vous avez des conseils pratico-pratiques à donner en termes d'adaptation, en termes de savoir-être ou d'argumentaire à avoir? Parce que ce qui ressortait dans le chat, c'était par exemple, à un moment, il y avait le mot rechute qui a été utilisé et on nous disait dans le chat que c'était pas adapté pour les personnes en termes de précarité et que c'était important d'utiliser les bons termes parce que c'est des personnes peut-être plus vulnérables, avec plus d'idées tournées sur le suicide, l'échec, la rechute. Donc, je voulais vous questionner sur ça.
Ouais, Alors, juste quelques mots. Marie, tout à l'heure, parlait de bénéfices. Je pense que c'est important de vraiment d'appuyer sur les aspects positifs. Et puis, effectivement, on ne parle plus trop d'échecs, hein. On parle de reprise de consommation. Je crois que c'est beaucoup plus adapté. c'est une maladie chronique, le tabac. C'est ça qu'il faut comprendre. Et la maladie chronique, il y a des phases de rémission, des phases de rechute. Vous ne demandez jamais à un diabétique qu'il ait toujours une hémoglobine à 6%. Il y a des phases où il va manger différemment, il ne va pas prendre son traitement et machin. Donc, un patient addict, qu'il soit addict au tabac ou à d'autres addictions, effectivement, il y a des phases de rechute parfois. Après, les rémissions peuvent durer des années, des dizaines d'années, aller jusqu'au bout. Vous ne savez pas d'avance. Et effectivement, je cite toujours la phrase de Gilbert Lagru, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des succès différés. Et effectivement, c'est plus vous aurez d'apprentissage avec vos usagers sur ce qui a fonctionné. Demandez pas pourquoi il a rechuté, demandez-lui ce qu'il aurait eu besoin pour poursuivre l'arrêt. C'est vraiment dans la formulation que vous allez avoir que vous allez induire des choses et des comportements. C'est hyper important. Les mots vraiment sont importants, notamment avec ce type de public. Merci Marie, merci Stéphane. Tu souhaites ajouter quelque chose, David? Non, non, Non? je crois que D'accord. c'était un mot de Très, conclusion parfait. très bien. Bah, on va conclure alors sur ce temps d'échange avec cette belle citation et qui est important à garder en tête. Un sujet qui a été abordé, du coup, la campagne Moi sans tabac et son dispositif. J'entends et j'ai lu les réticences qu'il peut y avoir sur ça en disant qu'elle n'était pas adaptée finalement à une population en situation de précarité. Et donc, du coup, je le comprends totalement et je partage votre avis. Mais en fait, je me dis que, il y a deux revers de la médaille sur le dispositif Moi sans tabac, tant pour les usagers et bénéficiaires du dispositif, mais il y a aussi le revers pour vous, professionnels de santé et professionnels du milieu social. Et en fait, le dispositif Moi sans tabac, comme ce qui avait été dit précédemment, c'est aussi l'occasion de se former et de se former gratuitement auprès de partenaires. Donc, et c'est dans ça peut-être que sur notre thématique tabac et précarité, que le dispositif Moi sans tabac, il est intéressant. Et de vous rappeler que ce temps d'échange aujourd'hui, il est permis grâce à ce dispositif-là. Donc, voilà, il y a deux versants. Il y a le côté pour les bénéficiaires usagers, et là, on peut questionner la pertinence. Mais il y a aussi le côté pour vous, professionnels de terrain. Donc, et pour vous rappeler que c'est un dispositif national, mais qu'il existe une singularité au niveau de chaque région. Donc là, je vous donne l'exemple pour le dispositif de l'Île-de-France, mais je vous invite du coup, pour vous qui est sur tout le territoire hexagonal, d'aller sur le site du Mois sans tabac en lien avec votre région et vous allez retrouver toutes les ressources utiles, donc le contact des partenaires pour se former, pour suivre des webinaires. Il y a des webinaires sur le lien tabac et précarité comme aujourd'hui, tabac et périnatalité, tabac et psychiatrie. Donc, chaque année, les sujets peuvent revenir, mais il y a aussi des nouveaux sujets qui sont abordés. Donc, voilà, je vous invite à aller sur le site du Mois sans tabac. Et pour vous rappeler aussi que dans les ressources qui sont proposées, il y a le site de la commande des outils. Tout à l'heure, vous parliez des affiches et des dépliants qui existent. Donc, dans le cadre du Mois sans tabac, vous avez la possibilité, je vous ai mis le lien, et pour le coup, ce lien-là, c'est un lien national qui est valable partout et qui vous permet de commander les différents outils mis à disposition. Et en tant que professionnel de structure, la commande est gratuite. Donc, c'est aussi important de le souligner. Donc, vous pouvez y commander des affiches. C'est vrai qu'ils proposent la personnalisation d'affiches, mais sous certaines conditions. Donc, ça peut être intéressant de s'y intéresser pour adapter en fonction de votre patientèle les messages que vous souhaitez diffuser. Il y a des dépliants vraiment thématiques avec population ciblée et il y a la commande du kit. Mais voilà. Mais je voulais vraiment insister sur le fait que c'est vraiment un moyen pour vous former de manière gratuite durant cette période pré-mois sans tabac. Et juste une précision, moi, sur le mois sans tabac, bien sûr que nos publics ne sont pas concernés.
forcément. Mais le fait que ce soit une campagne nationale qui est relayée dans un endroit local, ça valorise d'autant plus l'action qu'en fait, qu'il participe à une cause nationale. Quelque part, il y a une histoire d'entraînement et ça marche ce jeu-là. Et aujourd'hui, Moisson Tabac a montré son efficacité en termes de coûts, de revenus. Sachez que vous payez 9 euros de moins par an d'impôts grâce à Moisson Tabac et aux bénéfices qu'on a déjà eu grâce à ça. On va pouvoir rembourser la dette. Ouais, et en investissant en prévention. Excellent. Oui, Oui, et oui. puis, Je et vais puis embrayer sur ce que tu disais, Marie, parce que c'est important. On a peut-être donné l'impression d'avoir été très critique par rapport au moisson tabac. Il y a quand même une chose qu'il faut noter, c'est que on a une politique constante et consistante sur le tabac depuis une dizaine d'années, qui a eu des véritables effets en population générale sur la prévalence du tabagisme. Je pense qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et aussi saluer ça. C'est suffisamment rare pour être noté. Voilà, on a des vrais effets en termes de prévalence. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a peut-être là une sous-population sur laquelle on a des efforts supplémentaires à faire et des enseignements à tirer, mais le mois sans tabac en population générale fonctionne. Donc, ce serait dommage de pas se continuer enfin, de se priver de ce genre d'apport-là. oui, tu parlais de prévalence. On voyait bien tout à l'heure sur les graphiques qu'il y a une nette diminution de la consommation de tabac après 2016, au moment où finalement le mois sans tabac s'est mis en place. Ça y a participé aussi, hein. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on va arriver de toute façon à une diminution encore du tabagisme général, on va arriver à 20%. Et les derniers 20% en fait, des gens fumeurs, ce sont les personnes les plus difficiles à arrêter. Les patients précaires, les patients en troubles psychiatriques, les comorbidités, toutes les personnes dont on sait effectivement que ce sont les plus difficiles et qui ont commencé le plus jeune, etc. Donc c'est là où effectivement il faudra l'aide de tout le monde. Parce que on sait qu'on peut y arriver avec un patient en précarité, c'était démontré, mais le nombre d'interventions doit être multiplié et soutenu. Ça a été démontré depuis déjà des années dans les consultations de tabacologie. C'est pas une consultation par mois, c'est une consultation toutes les semaines ou tous les 15 jours. C'est pas un intervenant, c'est plusieurs intervenants. Et ça fonctionne et ça marche. Merci. Merci à vous trois pour ces mots. Et c'est important de revenir sur de la valeur numérique et sur cette prévalence du tabac. Un, Quelques petits derniers mots finalement pour conclure cette session du webinaire. Donc, avant tout, comme ce qui nous avait été présenté au tout début, c'est important de se rappeler que oui, le tabagisme, et la consommation de tabac, elle est socialement marquée, qu'elle est résultante aussi d'inégalités sociales de santé. Et donc, bien sûr que c'est important d'adapter les dispositifs en fonction de la cible. Et, euh, et, euh, et voilà, donc important de bien connaître les bénéficiaires des dispositifs que vous voulez mettre en place. Différents outils vous ont été proposés. On a eu la vape, on a eu les TSN, les traitements de substituts nicotiniques. Mais finalement, le fondement de tout ça, on va dire, c'est le fait d'être formé. Et le deuxième pilier, c'est le fait d'être convaincu et engagé, comme tu le disais, Marie, dans votre capacité d'agir. Et finalement, sans ces deux prérequis-là, il est difficile, on va dire, d'aller plus loin dans l'accompagnement. Ce qui avait été dit aussi qui était important dans les initiatives d'aller vers, c'était ce que tu disais, Marie, sur le fait qu'il fallait que ça soit une décision éclairée et partagée avec les bénéficiaires et qu'il y a des moyens qui sont mis en place dans des milieux là où on pourrait croire que ça peut être compliqué. Tu nous as parlé du milieu carcéral et la preuve en est que c'est pas un milieu plus compliqué d'un autre pour mettre des actions à partir du moment, comme tu nous as dit, et qu'on est convaincu et qu'on est soutenu. Donc, des moyens existent. On vous invite vraiment à vous renseigner auprès des partenaires, qu'ils soient nationaux ou locaux, pour vous former, pour vous informer, pour vous procurer les différents guides qui existent. Je vous mettrai dans les liens les,
les liens pour accéder aux guides qui ont été indiqués, comme celui d'Opélia, le guide d'accompagnement du tabagisme dans l'Exapa, ou alors sur le kit d'intervention Tapréosi. Et pour finir, je tenais vraiment à remercier nos intervenants de qualité, avec Stéphane Jean, David Saint-Vincent et Marie van der Schuren, vraiment ils ont vraiment une connaissance fine du terrain et une expérience qui n'est plus à questionner, et ils ont été très pertinents. Donc merci à eux d'avoir accordé de leur temps pour participer à ce webinaire. Je vous mets leur contact si vous souhaitez vous mettre en relation avec eux, si vous souhaitez avoir des questions plus fines ou des conseils pour mener des actions de votre côté. Et voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, Marie, Stéphane, David? Bon week-end à tous. Eh ben, Merci à toi, Amine, pour l'organisation de ce webinaire. Merci à la Et Fédération merci pour tous Addiction. vos commentaires et vos questions. On aimerait continuer à répondre encore moult fois, mais on est à votre disposition. Merci Pareil. beaucoup. Et merci à À la une FA prochaine. de nous permettre d'échanger ensemble. Merci. Bonne journée. Au Merci à revoir tous. et à bientôt. Au merci revoir. à toutes et à tous. Bonne journée et bon week-end. Ouais, bon week-end. Même si c'est pas encore le week-end, hein, mais bon. Bon, ok. Mais on sent